Bonjour, bienvenue à notre session. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit tour d'introduction. Mon nom est Olivier Ferlat, je suis professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Je m'appelle Tristan Péloquin, je suis étudiant à la maîtrise en santé publique en option promotion de la santé et je travaille avec Olivier sur le projet qu'on va présenter aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Gabriel, j'utilise le pronom il, je suis directeur des programmes et services par intérim chez Réseau. Je vous expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que c'est Réseau pour ceux et celles qui ne le savent pas. Sinon, simplement dire que je travaille chez Réseau depuis 2017. Et sinon, j'ai fait des études en sexologie. Super. Alors aujourd'hui, nous, on est ici pour vous parler, moi et Tristan, d'un projet qu'on est en train de compléter en ce moment, qui est financé par le Comité régional Santé Bien-être des hommes de l'Île de Montréal. Donc, on est super content d'avoir ce financement-là. Donc, c'est une étude encore en cours, mais on va vous présenter quand même des données préliminaires pour vous dire un peu où on s'en va avec l'étude. Donc, je vais mettre un peu la table, mais je vais vraiment laisser Tristan la chance de vous présenter le plus croustillant sur nos données et tout ça. Donc, prochaine diapo. Voilà, la prochaine. On est désolé. Pas de problème. Alors, bien sûr, nous, aujourd'hui, on va vous parler, vous savez, on va vous parler de la santé des hommes gays, bisexuels et queer. Donc, une population souvent qui est traitée de façon vraiment homogène, mais il faut comprendre que c'est une population vraiment diversifiée. C'est pour ça que j'ai mis des photos de certains hommes gays, bisexuels, queer qui sont connus pour démontrer que c'est une population diverse au terme de l'ethnicité, de l'âge, de la classe sociale. Certains habitent en région, certains habitent en ville. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences qu'il faut prendre en compte. Et ça va avoir un impact, on reviendra tantôt un peu sur l'expérience de santé de cette population-là. Puis, c'est une population, sûrement que vous le savez, puis c'est pour ça que vous êtes ici, mais qui fait face à beaucoup d'iniquités en termes de santé. Souvent, on pense beaucoup aux iniquités en termes de santé sexuelle, donc le VIH ou les infections transmissibles sexuellement, mais aussi un peu moins connues, mais très répertoriées dans la littérature scientifique, sont les iniquités aussi en termes de santé mentale. Donc, on sait qu'il y a des taux beaucoup plus élevés de suicide, de dépression, d'anxiété, de problèmes de consommation de substances aussi chez cette population-là. Un peu moins connus, ce sont aussi l'hypertension, l'asthme et le cancer. Et ça, c'est comme nouveau qu'on voit ça survenir un peu dans la littérature scientifique avec maintenant les enquêtes, les grandes enquêtes de santé publique maintenant qui ont inclus des questions sur l'orientation sexuelle. On voit qu'il y a aussi des iniquités envers aussi ces enjeux-là. Donc, beaucoup d'iniquités en termes de santé. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les iniquités en santé chez les hommes gays, bisexuels et queer, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à cette identité-là. Ce n'est pas être gay qui fait qu'on est plus à risque ou plus vulnérable à ces enjeux de santé-là. Dans la littérature scientifique, c'est très clair que ces iniquités sont liées, en fait, à la position sociale des hommes gays, bisexuels et queer. Donc, on vit dans une société qui privilégie l'hétérosexualité et on fait face, comme homme queer, à de la discrimination et des inégalités sociales qui continuent à exister malgré les avancées sociales des dernières années. Donc, ce sont ces causes-là qu'il faut tenir en compte quand on parle d'iniquité en santé chez cette population-là. Prochaine diapo. Je voulais juste vous donner un exemple, si jamais vous ne croyez pas qu'il y a des iniquités en santé. Donc, des iniquités qui, moi, je me suis beaucoup intéressé dans mes travaux à la santé mentale, notamment la dépression et le suicide. Et quand on regarde la population des hommes hétérosexuels, on pense qu'à peu près, les données nous disent qu'à peu près 1 sur 20 va faire une tentative de suicide au cours de sa vie. Et quand on regarde les hommes gays et bisexuels, ça va beaucoup plus haut. C'est 1 sur 5 qui va faire une tentative de suicide au cours de sa vie. Aussi, il y a beaucoup d'hommes gays et bisexuels qui s'identifient comme transgenres. Donc, j'ai aussi différence de genre. Donc, aussi, il faut penser que les populations transgenres sont encore plus à risque au suicide. Ce serait 1 sur 2 chez les hommes transgenres, les populations transgenres qui feraient une tentative de suicide au cours de leur vie. Donc, on voit qu'il y a des inégalités quand même importantes pour cette population-là qu'on a besoin d'adresser. Prochaine diapo.
Aussi, comme je veux juste revenir sur le point que je faisais un peu au départ, de vraiment tenir compte qu'il y a des différences aussi et des inéquités à l'intérieur même de la communauté des hommes gays, bisexuels et queer, qu'il y a certains hommes qui vont être plus à risque de certains enjeux, particulièrement d'enjeux de santé mentale. Et ça, c'est une étude qu'on avait publiée, puis je l'ai juste mis ici comme exemple. On a regardé les hommes qui avaient fait une tentative de suicide dans le dernier 12 mois et on voyait 3 groupes qui étaient particulièrement plus à risque de suicide. On voyait les hommes bisexuels qui étaient en relation avec un autre homme versus on voyait que les hommes bisexuels qui étaient en relation avec une femme étaient moins à risque de suicide. On voyait aussi que les hommes autochtones qui s'identifiaient comme gays, bisexuels ou queer étaient à risque plus élevé d'avoir fait une tentative de suicide. Et aussi les hommes qui avaient un revenu inférieur à 30 000 par année et aussi qui n'avaient pas de diplôme universitaire. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux facteurs-là qui mettaient quelqu'un à risque. Donc, quelqu'un qui avait un haut revenu, mais pas de diplôme universitaire ou un diplôme universitaire et un bas revenu, c'était vraiment, n'était pas à risque plus élevé du suicide, c'était vraiment la combinaison des deux facteurs qui mettaient les gens plus à risque au suicide. Donc, vraiment en tenant compte, quand on va penser à l'accès aux soins, il faut tenir compte des différences des besoins chez cette population-là. Prochaine diapo. Ce qui vient un peu à des travaux qu'on essaie de faire en ce moment, que Tristan va parler, mieux comprendre les besoins et aussi les facteurs qui vont prévenir l'accès aux soins de qualité chez les personnes, chez les hommes gays, bisexuels et queer. Puis ça, c'est une étude qu'on avait publiée il y a quelques années qui venait de données canadiennes qu'on avait complétées, qui s'intéressait aux personnes de la diversité sexuelle. Donc, ça incluait aussi les femmes et les personnes transgenres et les personnes non-binaires. Et on demandait parmi les gens qui avaient un risque suicidaire ou qui avaient des symptômes dépressifs, c'était quoi les barrières à un accès à des soins de santé en santé mentale qu'il y avait eu dans la dernière année. Et on voyait que un des enjeux qui est très répertorié dans la littérature, c'est le manque d'accès à un professionnel de la santé qui serait, on dirait en anglais, gay-friendly, qui serait sensible aux enjeux de la communauté. Mais les enjeux qu'on voyait en termes de santé mentale, c'était vraiment des enjeux financiers. Donc, les gens n'avaient pas les moyens de se payer des soins en santé mentale ou n'avaient pas une couverture suffisante en santé mentale. Donc, on voit sûrement qu'il y avait une préférence pour avoir des soins de type plus psychologiques qui sont souvent moins couverts. Et aussi, il y avait beaucoup d'enjeux par rapport que je dirais comme un peu reliés à la stigmatisation d'une certaine façon. Donc, les gens avaient honte de leurs problèmes ou ils sentaient de l'embarras par rapport à parler de leurs émotions ou même, et d'une certaine façon, préféraient régler le problème là, par eux-mêmes. Donc, je vais laisser la parole à Tristan maintenant qui va parler un peu de nouvelles données qu'on est en train de regarder en ce moment pour essayer de comprendre un peu mieux ces enjeux d'accès-là chez cette population. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter l'aspect qualitatif de l'étude qu'Olivier et moi parlons aujourd'hui. Donc, l'étude provient de 2 sondages. Dans le fond, les sondages, c'est le sondage Sexe au présent 2019 et 2020. 2020 étant l'édition COVID-19 de ce sondage-là. Et c'est un sondage qui est réalisé à l'échelle canadienne auprès de la diversité sexuelle et de genre. Et c'est un sondage qui est administré en ligne et en personne depuis 2002. Donc, c'est le Centre de recherche communautaire, ou CBRC, qui nous a permis d'utiliser les données de ce sondage-là pour réaliser notre étude et, par le fait même, vous présenter les résultats aujourd'hui. Et le but de ce sondage-là était et reste encore à ce jour d'assurer une source d'information primordiale pour, dans le fond, le bien-être physique, mental, social et psychologique des minorités sexuelles et de genre à travers le Canada. Donc, on peut voir juste en bas, justement, la diapositive, le sondage 2019 qui rassemblait près de 15 000 hommes à travers le Canada et le sondage 2020 qui rassemblait seulement 3 000 personnes. Le nombre inférieur en 2020 est dû au fait que ce sondage-là a été administré pendant une plus courte période de temps durant la COVID en 2020.
Et nous, c'est vraiment important de se rappeler aujourd'hui qu'on va seulement parler des hommes à Montréal, donc les 889 hommes en 2019 et les 194 en 2020. On peut changer de diapositive. Donc, avant de rentrer dans les résultats du sondage en tant que tel, on trouvait pertinent de décrire un petit peu le portrait sociodémographique des participants. Donc, on voit que d'une année à l'autre, les résultats des facteurs sociodémographiques sont relativement similaires d'un sondage à l'autre. On peut voir que pour l'identité sexuelle, il y a près de 90 des hommes qui s'identifiaient comme gays, près de 11-13 qui s'identifiaient comme bisexuels, queers, un nombre similaire, et dans autres, on parle ici d'hommes qui sont asexuels, pansexuels, hétéroflexibles ou hétérosexuels même. Et pour l'identité de genre, on parle d'hommes ici qui s'affichent comme des hommes trans, et on parle ici de près de 6 dans les deux sondages. On a également rapporté l'appartenance à une minorité ethnique qui rassemblait quand même près de 15 des répondants des deux sondages. Et dans le sondage SextNow, Sexe au présent 2019, il y a quand même près de 37 des hommes qui avaient un revenu inférieur à 30 000 par année. La raison pour laquelle on a mis ces deux dernières données-là, c'est parce que dans la littérature, on a rappelé, c'est souvent rappelé que ces facteurs-là vont vraiment influencer l'accès aux services de santé, mais aussi les besoins en matière de santé, comme Olivier l'a présenté au début de la présentation. On peut changer de diapositive. Donc, pour ce qui est de l'âge des répondants aux deux sondages, c'est relativement homogène pour ce qui est tranche d'âge de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans. La grande différence, c'est vraiment au niveau du sondage Sexe au présent 2019 qui rassemble une population vraiment plus jeune d'hommes. Donc, 36 des répondants étaient âgés entre 17 et 29 ans, tandis que pour le sondage COVID-19, bien là, on parle de 35 des hommes qui étaient âgés de 50 ans et plus. Je change de diapositive. Donc, maintenant qu'on rentre dans les besoins santé mentale et l'état de la situation pour les deux sondages, c'est important de se rappeler que le sondage Sexe au présent 2019 a été recueilli des données qui ont été recueillies en 2019, tandis que le sondage COVID-19, lui, rassemble des données qui ont été prises au début de la pandémie. Donc, on parle ici d'un ordre chronologique au niveau des deux sondages. Puis, malgré l'impossibilité d'établir une relation de causalité entre les sondages et l'arrivée de la pandémie, on remarque quand même que la perception de la santé mentale a été mauvaise pour près de 43 personnes dans le sondage COVID-19, comparé à seulement 24 dans le Sexe au présent 2019. Également, pour le risque de dépression majeure et le risque de troubles d'anxiété généralisée, les données sont relativement similaires d'un sondage à l'autre. C'est important de savoir qu'on a utilisé deux outils de dépistage respectivement le PHQ-2 pour la dépression et le GAD-2 pour la trouble d'anxiété généralisée. Ça, c'est des outils qui prennent seulement deux questions. Donc, c'est sûr que ça limite un petit peu la portée de l'interprétation des données, mais c'est quand même intéressant de voir que près de 17 des répondants qui sont à risque de dépression majeure, puis 23 à risque de trouble d'anxiété généralisée. Puis, finalement, bien, une donnée qui est toujours surprenante, le fait de voir que 40 des répondants dans le sondage Sexe au présent 2019 ont eu des idéations suicidaires passagères dans le passé. On peut changer de diapositive. Donc, en essayant d'aller un petit peu plus loin dans notre analyse, on voulait voir c'est quoi la différence au niveau des besoins par tranche d'âge au niveau des répondants des deux sondages. Donc, on peut voir que pour la perception de la santé mentale qui est considérée comme mauvaise et le trouble d'anxiété généralisée, on voit que ces deux résultats-là sont significatifs, sont différentes entre les deux tranches d'âge de manière significative. Donc, près de 61 des jeunes de 17 à 29 ans considéraient leur santé mentale comme mauvaise comparé à 38 chez les 30 ans et plus. Puis, pour le trouble d'anxiété généralisée, 36 étaient à risque versus 20 chez les 30 ans et plus. On peut voir que pour la dépression majeure, il n'y a pas de lien significatif, il n'y a pas de différence significative entre les tranches d'âge, mais que les résultats sont quand même en ligne avec ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, quand même une différence de 10 entre les deux tranches d'âge. Pour ce qui est de l'accès aux services en santé mentale, on voulait s'intéresser à quelles étaient les problématiques pour lesquelles les répondants voulaient avoir de l'aide avant la pandémie, mais aussi pendant la pandémie. Donc, à la question, est-ce que vous voulez recevoir de l'aide pour une de ces problématiques ou plusieurs? Bien, les répondants ils ont quand même répondu à 20 à 24 qui désiraient avoir de l'aide pour la dépression
près de 30 pour avoir de l'aide au niveau de l'anxiété, donc c'est quand même près de 1 des répondants, ce qui est non négligeable. Au niveau des troubles alimentaires ou des troubles liés à l'image corporelle, bien là, c'est quand même près de 20 aussi. Pour les problèmes relationnels, on parle d'un petit peu plus que 10 et pour les pensées suicidaires, on est à 6 à 8 On peut changer de diapositive. Donc, encore une fois ici, on voulait aller un petit peu plus loin dans l'analyse de nos données. On est allé voir par tranche d'âge quelle proportion des répondants qui percevaient avoir eu des défis additionnels pour accéder à des services de santé mentale pendant la pandémie. Donc, dans toutes les catégories d'âge, on peut voir qu'il y a plus de 50 qui ont remarqué des défis additionnels, mais que pour la tranche d'âge des 29 ans et plus, c'était presque 75 qui mentionnaient en avoir vécu. C'est quand même c'est en ligne un petit peu avec ce qui a été rapporté dans la littérature jusqu'à présent. On a mentionné à maintes reprises durant la pandémie que le groupe des 29 ans et moins étudiants jeunes était un groupe qui était à risque de problèmes de santé mentale et qui était plus vulnérable. Puis c'est un petit peu ce que les données nous montrent aujourd'hui dans cette diapositive-ci. Puis, pour aller un petit peu plus loin puis essayer d'avoir une interprétation par rapport à ça, puis d'avoir des données qui corroborent un peu avec ça, on est allé voir l'accès à un médecin de famille ou un infirmier praticien régulier chez nos répondants. Puis on a remarqué que l'accès à un médecin de famille était proportionnellement plus élevé en vieillissant avec l'âge. Donc, ça laisse quand même en arrière près de 40 des jeunes de 29 ans et moins qui n'ont pas accès à un médecin de famille, donc pas accès à cette ressource-là de première ligne pour aller chercher de l'aide au niveau de la santé mentale. Merci. Donc, au niveau, malgré le fait qu'on a remarqué plusieurs difficultés au niveau de l'accès aux services et des besoins de santé mentale, bien, c'est quand même intéressant de voir que ceux qui ont réussi à accéder à la téléconsultation pour avoir des services au niveau de la santé mentale, il y a près de 62 qui ont été très satisfaits ou satisfaits de leur expérience. Puis ça, comme que je viens de mentionner, 31 ont été très satisfaits. Donc, ça fait juste montrer à quel point la modalité en ligne, ça se voit un outil qui est tout aussi pertinent pour le futur pour venir en aide aux minorités sexuelles et de genre au Canada et à Montréal, par la famille. Changer. Donc, pour l'instant, ce qui vous a été montré, c'est vraiment un portrait préliminaire des données et de l'étude qu'on veut faire avec Olivier. Dans le fond, le futur, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur le terrain. Donc, l'information qui va nous permettre de pouvoir vraiment changer les choses. Puis le but, c'est vraiment de se servir du contexte post-pandémique comme opportunité pour rendre le service de santé et le système de soins plus inclusif et plus équitable. C'est pour cette raison-là que la suite du projet, c'est la direction de 18 groupes de discussion à partir de janvier 2022. Donc, parmi ça, il va y avoir 10 groupes pour les hommes gays, bi et queer, 4 groupes pour les hommes racisés et 4 groupes pour les hommes trans qui vont être répartis à travers de Montréal, donc répartis sur l'île au complet entre les différents CIUS, donc entre les 5 CIUS de l'île de Montréal. Puis, l'information qui va être retirée de tout ça, ça va vraiment servir à donner des recommandations pour les CIUS pour améliorer le système. Donc, aujourd'hui, on est avec Gabriel parce que Réseau va nous aider à mettre sur pied ces groupes de discussion-là, puis autant pour le recrutement des participants que pour la direction des groupes de discussion. Donc, je vais laisser la parole à Gabriel qui va enchaîner avec Réseau. Puis, juste avant de terminer, on peut changer. Je vous laisse l'information par rapport à notre labo qui dirige cette étude-là et aussi le courriel de moi et Olivier si vous avez davantage d'informations qui nécessitent un courriel. Donc, merci de votre écoute. Je pense qu'on va y aller directement avec Gabriel pour vous laisser le temps. Salut tout le monde. Donc, petit changement de présentation PowerPoint en cours. En attendant, je veux dire un grand merci à Olivier et à Tristan pour cette belle présentation. Effectivement, donc moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de ce que Réseau fait, autant dans l'offre de service que dans la collaboration avec les gens qui font la recherche. Et je peux tout de suite vous dire que c'est un secteur très, très important chez Réseau, la recherche communautaire. Donc, vous allez voir là, à l'écran la présentation PowerPoint.
Donc, réseau, en sous-titre Santé, mieux-être des hommes gays, bisexuels, cis et trans. On va tout de suite changer de diapo pour voir la petite histoire, la mission de réseau d'abord. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Réseau, en fait, on est un organisme communautaire, un OBNL, un organisme sans but lucratif. On existe depuis 1991 et puis on est là vraiment pour développer, coordonner des activités qui, à la base, se veulent dans un esprit de réduction des risques et des méfaits, et puis surtout en lien avec la prévention VIH, TSS, mais également aussi avec la promotion de plusieurs aspects de la santé. On parle ici de santé sexuelle, mentale, physique et sociale, très important. On peut passer tout de suite à la suivante et même celle d'après, parce que celle-là, c'est en anglais. Je me rends compte qu'on ne voit peut-être pas toutes les diapositives. Je n'ai pas la version PowerPoint. C'est un PDF. Oui, c'est un PDF OK. qui a été mis. Pas très grave. De toute façon, je vais vous dire à l'oral la majorité de ce qui est écrit sur les diapos. Donc, ici, petite histoire, c'est important quand même pour bien contextualiser, bien comprendre. Là, je m'excuse d'avance pour les gens qui connaissent et qui savent déjà ce que c'est Réseau, mais je prends le temps aussi par souci d'équité pour que tout le monde parte sur un même pied. Donc, Réseau, c'est ça, je disais tout à l'heure, en 1991, ça a été créé dans le but de réduire l'incidence du VIH-Sida qui faisait vraiment des ravages dans les communautés gays et bisexuelles à l'époque. C'est vraiment donc en réponse à cette épidémie qu'à l'époque, c'était 0-0 qui a été mis sur pied. Petit à petit, donc, pour répondre aux besoins qui, de plus en plus, étaient multiples et différents, on s'est positionné autrement, puis on a décidé d'avoir une mission un peu plus inclusive. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, notre mission, c'est aussi de développer, de coordonner des activités, des services en lien avec toutes les sphères de la santé. Donc, nous, on est vraiment dans une optique de santé globale où est-ce qu'on va aller agir sur différents déterminants de la santé. Et donc, c'est là où ça peut être pertinent, justement, en lien avec la présentation des données d'Olivier de Tristan. Donc, on peut, je pense, passer à la prochaine diapositive. Alors là, vous voyez donc les quatre grands secteurs, 4 grands piliers de réseau. Je suis conscient que le texte est peut-être un peu petit là, sur les diapositives, mais grosso modo, donc, ce qu'on retrouve, je vais commencer par les deux au centre parce que, à mon avis, ce sont les secteurs vraiment centraux, les secteurs les plus importants chez Réseau. Donc, on parle ici du programme de travail du sexe et du programme milieu. Le programme de travail du sexe, grosso modo, c'est une équipe de 4-5 intervenants qui vraiment ont un programme spécifique là, pour les hommes ainsi que les personnes trans qui pratiquent le travail du sexe. On parle ici d'hommes gays, bisexuels, queer, vraiment hommes de la diversité sexuelle et de genre. On y offre un centre de soir où les gens peuvent venir, toujours à condition qu'ils fassent du travail du sexe. Et à travers ce centre de soir-là, on offre toutes sortes d'autres services, évidemment dépistage, soins infirmiers. On offre de l'intervention individuelle, vraiment basée sur les besoins exprimés par la personne. Ce qu'on offre aussi, c'est un accompagnement, et ça, je trouve ça vraiment intéressant en lien avec ce qui était dit. Donc, il y a un accompagnement dans les services. Si la personne elle nous dit « j'ai pas de carte RAMQ, j'ai besoin de refaire ma carte RAMQ », et la personne peut être accompagnée là, par un intervenant qui va vraiment, dans les différentes étapes du processus, soutenir la personne dans sa demande. Donc, je poursuis avec le secteur programme milieu, toujours dans la même diapo. Programme milieu, donc, c'est vraiment un programme qui a pour objectif d'aller rejoindre les gens là où ils sont. On parle vraiment là, de l'ensemble des hommes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, toujours avec la même mission en tête, avec les mêmes valeurs, la même vision là, de la santé globale, la réduction des risques et des méfaits, c'est des approches qui nous sont vraiment centrales chez Réseau. On offre des services vraiment très similaires, autrement dit, donc
encore une fois, intervention individuelle, ateliers de groupe. On a des ateliers plus structurés. On a aussi des groupes de discussion plus libres où les gens peuvent apporter un peu ce qu'ils ont envie. Et puis, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on a d'autre comme service? Je ne vois pas très bien les diapos. Alors, encore une fois, ben oui, accompagnement des ressources. Quelqu'un qui se présente chez nous dans nos bureaux peut avoir un accompagnement, un intervenant qui va venir. J'ai toujours l'exemple en tête. J'ai été intervenant par le passé d'un homme qui était venu dans nos bureaux et qui avait une anxiété très, très, très élevée par rapport à son statut VIH. Lui, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas eu aucun dépistage et cet homme-là était tellement anxieux qu'il était incapable de se rendre dans une clinique pour se faire dépister. Alors, on a pris le temps ensemble d'abord de faire connaissance, de se rencontrer, puis d'essayer de voir un peu avec lui qu'est-ce que c'est ses attentes, qu'est-ce que c'est son besoin. Et finalement, on a fini au fur et à mesure des rencontres par déconstruire certains des constructions que lui s'était faites à l'intérieur, puis certains de ses préjugés également, pour ensuite qu'il me fasse la demande lui-même dans une des rates de nos rencontres. Il me dit, bien, est-ce qu'on peut ensemble aller faire la clinique de dépistage, aller à la clinique de dépistage, faire mon dépistage. Autrement dit, il me disait qu'il était prêt et qu'il y avait toujours, bien sûr, du stress, de l'anxiété, mais je pense qu'à ce moment-là, il était prêt. Donc, on est allé ensemble à la clinique et je l'ai accompagné dans le bureau de l'infirmier. Et ça s'est avéré que lui avait eu un résultat positif. On a pu faire un test rapide. Et donc, j'ai pu être là avec lui pour l'accompagner, le soutenir là-dedans. Donc, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui me touche encore aujourd'hui. Mais donc, un exemple pour vous montrer à quel point, en tant qu'organisme communautaire, on peut essayer peut-être de s'insérer entre le système de santé, le système de soins et les enjeux qui ont bien été décrits dans les recherches. Puis, pour nous, c'est super important, le premier volet recherche communautaire, de constamment collaborer avec les différentes équipes de recherche et qui, eux, qui orientent nos actions de par leurs analyses, puis qui peuvent nous dire un peu, bien, voici ce qui se passe dans la population que vous desservez. Nous, on a nos observations de terrain, mais des fois, c'est important aussi de voir au niveau plus scientifique, plus rigoureux, de voir, bien, il y a ça qui ressort qu'on n'avait peut-être pas vu sur le terrain. Là, je ne sais pas, on en est où dans le temps exactement? Combien de temps qu'il nous reste? Il est 3h13. Okay. On a encore pas mal de temps devant nous. Je veux laisser aussi amplement de place pour les questions, la discussion qui va suivre. On peut peut-être passer à peut-être terminer avec cette diapo-là avec les projets ponctuels. C'est un secteur qui est constamment en développement, en ébullition, parce que là, on développe des nouveaux projets qui, bon, comme la diapo l'a dit, sont ponctuels pour répondre souvent à des besoins qui émergent, qu'on n'a pas vu venir tout de suite. On parle vraiment de différents projets. Entre autres, on a un projet en lien avec la réalité du chemsex, qui est de la consommation de substances, souvent de substances chimiques, dans le contexte de la sexualité. Ça vient jouer différents rôles. Mais entre autres, souvent, il y a des préjugés, des malaises peut-être qu'on a intériorisés en lien avec nos sexualités et la consommation de ces substances-là vient peut-être des fois faciliter certaines choses. Malheureusement, ça engendre aussi d'autres enjeux, d'autres problèmes. Donc, nous, on est là vraiment pour, en toute humilité, pour accueillir les gens, peu importe dans quel état d'esprit ils sont. Donc, s'ils veulent arrêter, on est là pour les accueillir. S'ils veulent se questionner, on est là pour les soutenir. On est là aussi pour les aider. S'ils veulent réduire, s'ils ne sont pas certains, s'ils sont dans le questionnement. Donc, on prend un peu tous ces gens-là et on essaie de voir avec eux comment on peut les soutenir dans leur cheminement par rapport à ça. Donc, ça, c'est un exemple disons, d'enjeu qui est peut-être... ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps que c'est présent, mais disons qu'on en parle de plus en plus, puis c'est quelque chose qui a émergé vraiment davantage là, dans les dernières années. On peut tout de suite passer à la diapo suivante. On verra, je pense, à la diapo suivante. Un résumé, en fait, de tous les services qui sont offerts
sans égard aux différents secteurs dont je vous ai parlé, j'amènerai peut-être votre attention sur le 4e point qui est information, sensibilisation et formation. Quelque chose qu'on développe, encore une fois, depuis quelques années, qu'on essaie vraiment fort. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile, mais c'est d'aller vraiment informer, sensibiliser et parfois offrir des formations au personnel de la santé. Parce que c'est très important, Olivier. Tout à l'heure, tu parlais de personnel gay-friendly ou de gens, ou enfin d'interventions culturellement adaptées. On pourrait le dire peut-être comme ça en français. Je pense que c'est vraiment là un rôle qu'on peut jouer comme organisme communautaire, d'aller sensibiliser, d'aller former les gens qui, dans le système de santé, sont sur le terrain. Et par exemple, l'infirmier qui fait des dépistages, bon, heureusement, à Montréal, on a beaucoup de cliniques spécialisées en santé sexuelle qui sont très, très au courant des enjeux, qui sont très sensibilisés, mais ce n'est pas comme ça partout. Je pense entre autres au système de santé publique, des fois où il y a certaines lacunes, on peut aller, nous, offrir cette sensibilisation-là, des ateliers de formation comme ça. Bon, malheureusement, c'est dans la réalité souvent difficile parce que on ne se le cachera pas, les professionnels de santé, ils ont un agenda assez rempli, donc de s'insérer là-dedans, des fois, ce n'est pas évident, mais on essaie fort de faire ça, de mener ça à bien, parce qu'on trouve que c'est vraiment important, puis ça, au final, ça bénéficie aux gens qu'on dessert, aux hommes gays, sexuels, queer, trans, cis, tous les hommes de la diversité sexuelle et de genre. J'aurais envie de terminer sur cette note-là, puis de laisser vraiment toute la place aux questions, aux discussions qu'on pourrait avoir autour de ce sujet-là, l'accès aux soins de santé, aux services et aux soins de santé.